poursuivons la discussion sur le plan des marchés et de l'investissement avec Kevin Lenoy, directeur des investissements d'Avantgarde Investments avec nous en plateau. Bonjour Kevin. Bonjour Grégoire. Ravi de vous retrouver. Je vous laisse reprendre peut-être les éléments d'analyse qui vous intéressent dans la discussion qu'on a pu avoir avec Marie. Un point qu'on n'a pas forcément détaillé, c'est la partie un peu macro. Avec une lecture très très difficile, on l'a esquissé d'un mot, mais on a un grand écart entre le monde manufacturier, industriel, quand on regarde en tout cas les niveaux d'enquête réalisés auprès des entreprises, et le monde des services qui au moins se stabilise à haut niveau, voire continue d'accélérer. On peut parler même d'un segment un peu booming de l'économie aujourd'hui, de part et d'autre de l'Atlantique. Ce qui fait que sur les marchés, un investisseur qui a envie d'être bearish, il va trouver des éléments pour l'être. Absolument. Un investisseur qui a envie de rester constructif, il trouvera également des arguments solides en face pour continuer de l'être. Situation particulière quand même. Très particulière, un excellent résumé a priori en effet, et je m'entends tout à fait sur ce qui a été dit avant. Il est clair qu'on est aujourd'hui dans une phase qui est quand même, si on doit tirer un premier bilan de ces premiers mois, ça reste quand même assez euphorique de ce qui s'est passé. Mais vous avez raison de tirer un point, c'est que même aujourd'hui avec le brouillard que l'on a vis-à-vis de la dette et ce qui a été dit, on a des marchés qui restent quand même relativement scotchés sur de beaux niveaux. Le marché achète en effet deux hypothèses, à mon avis. Le premier, c'est évidemment sur la croissance, vous évoquez la macro, plutôt des anticipations de bonne tenue, si ce n'est de légère accélération européenne depuis le début de l'année, on avait eu l'occasion d'en parler, et même aux États-Unis de soft landing, d'atterrissage en douceur. Pourquoi pas, là-dessus on peut éventuellement s'entendre, même si sur l'aspect américain, on a plutôt un biais récessif nous concernant, on peut y revenir. Le deuxième point, et c'est celui qui me semble pour le coup paradoxal, qui ne nous fait pas fuir du marché mais qui nous fait être prudent, c'est sur les taux, évidemment. On en a évidemment beaucoup parlé. Globalement, aujourd'hui, la pause des taux, notamment de la Fed, nous semble être un bon scénario aujourd'hui. On entend relativement ça. Par contre, la pause de taux n'est pas absolument pas un prélude à la baisse. Or, aujourd'hui, on a la sensation, quand on regarde non seulement les dots, mais aussi, malgré tout, les différents scénarios qui nous sont proposés, que le marché achète encore une baisse de taux. Et ça, c'est même plus que paradoxal. C'est quasiment dystopique puisque ça ne fonctionne pas avec le premier point, la première hypothèse non récessive. Ouais. Aujourd'hui, sur ces niveaux d'inflation, comme vous le dites, sur ces niveaux d'activité, on a du mal à imaginer aujourd'hui que la Banque centrale ait une velléité, mais même un intérêt à rabaisser les taux. Et donc, de ce point de vue-là, il y a quelque chose, encore une fois, qui est... j'enlève dystopique, mais en tout cas paradoxal. Votre idée, c'est que le ralentissement de l'économie américaine, mais très progressif, très graduel, en tout cas un ralentissement qui ne serait pas suffisant et suffisamment rapide pour être cohérent avec des baisses de taux peut-être dès l'automne du point de vue de la Réserve fédérale américaine. Non, parce que la vue que je vous donne, c'est plutôt celle du marché. D'accord. Aujourd'hui, nous concernant, en fait, j'ai quasiment la sensation qu'il faut écouter soit le fixed income, mais c'est relativement classique, très pessimiste historiquement, ou l'equity, comme d'habitude, très optimiste. Je dois avouer que globalement, nous on penche aujourd'hui beaucoup plus du côté du fixed income, dans le sens où globalement, on achète encore une fois cet environnement récessif américain. Environnement récessif ne veut pas dire environnement critique, on le dit assez régulièrement, ça peut être une récession type 2001, avant évidemment World Trade Center, qui est relativement soft et qui permet simplement justement un recadrage des taux, notamment une repentification, ce qu'on a pu aujourd'hui. Ouais. On a vu à un moment un début de mouvement de repentification qui a été tout de suite stoppé avec le 2 ans qui est revenu à 4,40 hier, effectivement, un 10 ans autour de 3,75. Qu'est-ce qui vous fait pencher à ce stade sur le plan macro pour un biais récessif, comme vous le dites, côté américain, horizon fin d'année peut-être Horizon fin d'année, absolument. Globalement, aujourd'hui, on sent des niveaux assez euphoriques, vous l'avez spécifié. Et aujourd'hui, quand on regarde finalement les pôles, on voit très bien en effet que les pôles de production sont en excellente santé. Et encore une fois, on ne peut que se féliciter de voir cela. On voit les résultats et on voit les anticipations. Quand on voit du côté de la consommation, évidemment, ça se passe là aussi plutôt bien. On a toujours ce biais, mais peut-être est-ce une erreur, sur la fin, entre guillemets, de la surépargne qui aujourd'hui nous effraie. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, on a pu encaisser un choc inflationniste fort du fait de l'épargne. Et c'est absolument bienvenu pour évidemment les investisseurs, mais aussi pour les épargnants, très clairement. On se demande jusqu'à quel niveau, justement, on va avoir cette fin entre guillemets, de surplus, entre guillemets, d'optimisme possible. Alors ça nous fait clairement douter. C'est une approche qui est totalement macro. Si on écoute la micro, comme vous le dites, on a très clairement envie aujourd'hui de rester boule. C'est ça qui est perturbant. Et j'écoutais le promoteur immobilier américain, alors c'est plutôt du haut de gamme, Toll Brothers hier, qui a ses résultats. Non seulement les résultats sont stratosphériques, mais la demande est strong. Absolument.
Dans un marché immobilier où on a des yeux inquiets en permanence, des taux de mortgage à 7%, où tout le monde se dit attention, ça va être la fin du monde, etc. Bon, le promoteur, un des plus gros promoteurs américains, dit non, on n'a pas assez de logements, on est en pénurie et la demande est très très forte. Les gens veulent acheter encore aujourd'hui. Absolument. Mais il ne faut pas oublier que l'effet non pénurie ne veut pas dire non plus l'effet non critique. C'est-à-dire qu'il y a un certain moment où on peut tomber dans un univers de grande pénurie, entre guillemets, enfin de pénurie, mais malgré tout basculer en environnement récessif. Et on le voit, ne serait-ce déjà dans certaines anticipations bénéficiaires, on est quand même du côté récessif. Sur le plan de l'investissement, comment on gère effectivement alors, cette situation de prudence, mais sans être totalement dans un schéma critique, comme vous dites, Kevin. En termes de rendement, là, où est-ce qu'on a envie d'aller chercher du rendement? Où est-ce que les primes de risque paraissent confortables aujourd'hui pour essayer, de préserver le capital et de le préserver face à l'inflation? C'est toujours un peu l'objectif. Absolument. De temps, finalement, si on regarde le court terme, très concrètement, je pense qu'on n'a pas envie de rester sur de l'action. Ça ne nous empêche pas de le faire parce qu'on est plutôt sur un positionnement moyen terme. À court terme, pour reprendre le point des primes de risque, si on regarde aujourd'hui sur un environnement européen, éventuellement, ça peut paraître plus attractif. On prend un CAC, on doit être sur des primes de risque entre 400 et 500 bips. Pourquoi pas? On va les mettre à court terme nous concernant. On est globalement en territoire positif, évidemment. On va y revenir sur les États-Unis, c'est pas le cas, ou en tout cas, on est vraiment à la lisière. Mais en Europe, on y est. Malgré tout, si on tire le trait depuis 2005, globalement, on est clairement sur des niveaux qui sont bas. Donc aujourd'hui, le risque paie moins, même en Europe. Et surtout, le risque coûte cher. Donc ça laisse pas de place à la déception. Tant mieux, on a vu les dernières publications, elles se sont très bien passées. Donc ça donne de l'eau au moulin, mais on le voit évidemment. Même si les valorisations dans l'ensemble ne sont pas tendues, on a des poches, entre guillemets, de tension qui se voient sur les deux dernières séances. Aux États-Unis, c'est encore plus particulier. On est sur des primes qui sont déprimées, pour ne pas dire proches de zéro. On est au plus bas là depuis 2005. Ça s'explique évidemment par la courbe de taux qui est éminemment intéressante pour les investisseurs. Donc globalement, si on se positionne à court terme, pas d'action. Il n'empêche, concernant la réponse, c'est on conserve, nous, nos positions actions en grande qualité. On peut y revenir, il y a sûrement une peur, entre guillemets, aussi de se tromper quand on voit la qualité de la micro, mais on conserve nos positions quality, nos positions pricing power, évidemment, elles restent en magasin. Le grand tournant depuis, évidemment, le début d'année, c'est le fixed income. Et globalement, ça, sur un environnement plus court terme, même si on peut redéfinir le court terme, le fixed income, pour nous, a fait son grand retour dans les portefeuilles. De quelle manière? Parce que c'est vrai que c'est vaste quand même, oui, comme univers. Non, mais on a envie... Non, mais si, mais justement, c'est très intéressant, au-delà du bond Zarbach. Absolument. On préfère être court, le plus court possible en duration. Est-ce qu'on est prêt à aller chercher un peu plus loin sur la courbe de la duration aujourd'hui? Est-ce qu'on préfère de la dette publique? Ou est-ce qu'on préfère de la dette d'entreprise? Et si oui, de quelle catégorie? Comment on peut affiner un petit peu justement cette stratégie sur le fixed income? Ça faire exception à d'habitude, je vais vous répondre un peu de tout dépend où on va. Voilà. On a commencé profil et de l'horizon. Il y a un vrai changement, mais on a commencé depuis le début d'année pour reprendre ce fil-là, plutôt sur du corporate, donc sur de l'obligation d'entreprise européenne, investment grade. On ne tombe pas dans le high yield, les spreads aujourd'hui sont... Trop serrés? Trop serrés. Alors, on a un mouvement qui peut redevenir attractif, mais aujourd'hui, en fait, le risk-reward par rapport à du investment grade, notamment sur la tranche triple B, si vous voulez encore plus de qualité, ça peut se rediscuter, mais sur la tranche triple B, ça peut nous suffire. Du triple B aujourd'hui, duration 3 ans, globalement, on reste dans cette duration-là, on insiste beaucoup là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on a plutôt envie de passer le cap, justement, inflationniste, et on se dit qu'on redéfinira les choses, soit si les spreads se retendent. En Europe, ils sont un peu plus tendus, mais ce n'est pas suffisant encore une fois, même sur l'investment grade, soit éventuellement si on a une redéfinition inflationniste. Ça, c'est encore autre chose. Donc, européen, corporate, investment grade, 3 ans, ça fonctionne très bien. Enfin, ça fonctionne très bien en tout cas, ce n'est pas la panacée, mais depuis le début d'année, on arrive à traiter certains papiers. Il faut aller le chercher souvent en direct, c'est la difficulté. 4,50, 4,80 sur des bons papiers triple B aujourd'hui. Donc, ça reste... Pas très loin de l'inflation, comme ça, exactement. Surtout parce qu'on considère, encore une fois, que d'ici la maturité, on aura revu les anticipations inflationnistes. C'est pour ça que ça nous convient. Donc ça peut aller plus long duration aujourd'hui, non, parce qu'on n'a pas du tout envie d'avoir de sensibilité au portefeuille. Beaucoup moins en tout cas. On a fait du zéro coupon déjà sur de la duration courte, donc on se remet quand même un peu de sensibilité, mais on a quand même une tendance à faire et de la duration inférieure à 5 ans si on doit déborder 3 ans, avec quand même du coupon pour s'éviter des mouvements de taux trop violents.
La vraie différence par rapport à il y a quelques semaines, c'est un retour dans nos portefeuilles, ça a été très débattu, du 10 ans américain. Ah. En tout cas, du position longue américaine en portefeuille, non couverte, précisons-le. Dans quel objectif ? Ça a été dual. Le Parce que 3,75, oui, c'est bien, mais il n'y a pas besoin d'aller sur du 10 ans américain pour trouver du 3,75, vous le disiez. Absolument. Non, le point, c'est que globalement, il était dual. Il était de repartir également sur un peu de dollar. J'allais dire, il y a deux pattes. La première, c'est la patte dollar qui nous effrayait aussi pour se mettre sur du 10 ans. Même pour avoir un effet airbag bond, ça ne suffit pas. Quand on était sur des niveaux qui étaient des niveaux proches de la parité, il est clair que prendre du dollar en portefeuille non couvert, non. Un retour à un 10, un 11, on s'est reposé la question. Ouais. Donc globalement, aujourd'hui, ce que vous avez, c'est qu'on considère qu'on a un déport sur un an qui pourrait même aller jusqu'à un 12. Même le déport à un 12, en fait, on le paye avec le coupon. Donc potentiellement, déjà, on a amorti ce premier choc-là. Il y a ensuite un autre effet qui nous intéresse beaucoup plus, c'est évidemment l'effet de protection de nos portefeuilles. Oui. Globalement, on a parlé de prime de risque aujourd'hui. On conserve des positions equity non couvertes dollar, c'est évident. Par contre, aujourd'hui, commencer à réintégrer du dollar parce qu'on a un scénario récessif, on juge que c'est cohérent. Encore une fois, dans un scénario à la 2001, on peut pas tout faire, on peut pas faire une année sur ce scénario-là. Un scénario à la 2001, globalement, sur un 10 ans, maturité constante, mais peu importe, on arrivera aujourd'hui à aller chercher entre 5 et 7% sur des périodes relativement courtes. Ouais. Donc globalement, on prévient nos investisseurs qu'on ne pourra certainement pas gagner sur les deux tableaux. C'est assez évident. Ah bah oui. Mais en effet, couverture, ça nous convient. Ouais. Et surtout, étant donné qu'on avait plutôt couvert des positions equity il y a quelques mois, on n'est pas mécontent de réintégrer du dollar dans de la clientèle privée. Merci beaucoup Kevin, très avec clair, plaisir. Précis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tous les deux en plateau. Kevin Lenouaille, directeur des investissements d'Avantgarde Investments, et Marie Delessac, je le rappelle, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.